Donc bonjour à tous et à toutes. Effectivement, quand je vois la présentation que vous avez faite ce matin, quand je vois le mariage entre la production, les filières, les compétences, les hommes et l'insistance sur la proximité, vous êtes dans le bon, vous êtes dans le vrai, et vous allez réussir, et vous allez faire l'envie de beaucoup de coopératives qui visent peut-être des structures encore plus importantes, mais qui perdent la notion de proximité avec les adhérents, avec les hommes et les femmes qui construisent la base d'une coopérative. Donc félicitations à vous pour tout cela. Et c'est aussi important parce que la France a une obligation de production agricole absolument énorme. Le deuxième point qui me semble très important, c'est la coopération doit renforcer sa position vis-à-vis de ses fournisseurs parce qu'il faut que vous existiez, il faut que nous existions ensemble face à un monde qui se concentre et qui crée des vraies structures puissantes en face. Et le troisième message, c'est que l'agriculture française sait aujourd'hui et saura davantage demain produire plus et produire mieux. Et on saura regagner la confiance d'un monde citoyen qui ne comprend plus l'agriculture, ne comprend plus le métier des agriculteurs. Et c'est indispensable que les gens comprennent d'où vient la production agricole, ce qu'ils mangent dans les assiettes. Je vais vous présenter une vision du monde qui peut être un peu différente de ce que vous avez l'expérience de le voir. Je vais commencer avec le monde vu par quelqu'un qui est hydrogéologue. Ce qu'on voit tout de suite, c'est la taille énorme d'Amérique latine. On voit aussi Afrique centrale, on voit le Japon, on voit Thaïlande. C'est peut-être encore plus important de regarder l'Afrique du Nord. Et ça, c'est l'Afrique du Nord d'aujourd'hui. Ce n'est pas l'Afrique du Nord de demain. Tous les experts disent que l'Afrique du Nord va souffrir encore plus. Il y a encore moins d'eau dans l'Afrique du Nord. En Afrique du Nord, déjà, on manque d'eau. On va ensuite regarder le monde en tant que producteur de céréales. On voit l'Inde, on voit la Chine, on voit l'Europe de l'Ouest, l'Europe centrale, on voit les États-Unis, et on voit encore l'Afrique du Nord. Et ensuite, on regarde les gens qui importent les céréales. Et là, on voit tout de suite le Japon, le Corée du Sud, mais vous voyez que la Chine et l'Inde, ils ont disparu. La Chine et l'Inde, ils sont autosuffisants en céréales. Où est le problème? Le problème, c'est l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Espagne, l'Italie, le Mexique. Voilà le Mexique, là, le pays en bleu. Là. Et là encore, je mets la population estimée en 2050. Donc cette population en 2050, c'est très intéressant parce que, comme je dis, on parle beaucoup de Chine et de l'Inde, mais une autre façon de le regarder, c'est de regarder l'augmentation de la population de 2010 à 2050. Donc je pense que le message, il y a à en déduire, c'est qu'on peut parler de la Chine et l'Inde, de l'augmentation de la population mondiale. Le vrai problème, c'est l'Afrique qui va passer de 800 millions à 2 milliards. Donc je pense que tout ça nous fait conclure qu'il faut absolument que la France maintienne, voire augmente ses capacités de production en céréales pour apporter à manger à cette population africaine et Moyen-Orient croissant. Alors ça, c'est bien pour la partie économique. Il faut aussi la partie écologique. Si nous remettons l'agronomie au centre de nos affaires, on est capable de faire à la fois l'économie et l'écologie. Et je vais vous donner quelques exemples. Les abeilles, c'est un sujet majeur. Aujourd'hui, la plupart des scientifiques admettent que le problème est multifactoriel. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Il y a les maladies, il y a des insectes qui entrent dans les ruches, mais il y a surtout, et peut-être surtout, la capacité d'alimenter les abeilles à la sortie de l'hivernation. Parce que je prends un exemple ici, je suis à la Cavac en Vendée, et il y avait le président de l'apiculture vendéenne qui avait un problème dans sa ruche. Sa ruche, c'est le point rouge au milieu du cercle. On va cartographier la totalité de la production de 2 km de la ruche. Donc en janvier, il n'y a pas grand-chose. En mars, ça commence à avoir des cultures qui donnent. En avril, il y a un peu aussi. En mai, ça commence à être assez intéressant. En juin, c'est bon. Et en juillet, c'est parfait. Et donc on peut faire une courbe en fonction des cultures qui sont dans la zone des 2 km. Et ensuite, on met à côté de cela, on met le besoin de la ruche. Et si on met les deux ensemble, on constate que les pauvres abeilles, à la sortie de l'hivernation, ils mouraient de faim.
Est-ce que c'est la faute de la pesticide ou est-ce que c'est la faute de le manque d'alimentation? Forcément, un mélange des deux. Et donc là encore, quelle est la solution dite agronomique à cela? C'est de faire en sorte qu'on discute avec les apiculteurs et on fait en sorte que dans les 2 kilomètres autour des ruches, on met en place des sources d'alimentation pour les abeilles. Je prends un deuxième exemple, c'est la qualité de l'eau. Et là, vous voyez les 500 bassins de captage dits prioritaires. Donc, il faut absolument qu'on vous apporte des solutions agronomiques qui vous permettent de maintenir la production tout en minimisant l'impact environnemental, dans ce cas-là, dans les eaux souterraines. Première question, est-ce que toute la surface du bassin est importante? Et la réponse est bien évidemment non. Et vous voyez que les parcelles en rouge sont les parcelles qui sont les plus impactantes sur la qualité de l'eau dans le bassin. Les parcelles qui sont en bleu, c'est relativement peu impactant. Je ne dis pas qu'on peut faire n'importe quoi, mais ce n'est pas ça les points les plus sensibles. Le plus sensible, c'est dans les rouges, les roses, les jaunes. C'est là où il faut que nous ayons en détail sur les pratiques agricoles pour regarder ce qui est fait et éviter qu'il y ait fuite dans les bassins souterrains des parcelles concernées. Les parcelles, ils sont polluantes en fonction de la couleur que vous voyez. Donc, le plus foncé, c'est le moins bon. Et on voit bien que l'état initial de ce bassin tourne autour de 65 mg par litre. Donc, on dépasse le taux réglementaire qui est 50 mg par litre. Si nous mettions en place les cultures intermédiaires pendant l'automne et l'hiver, on serait capable de baisser le taux d'azote dans l'eau à 52, toujours pas au niveau réglementaire. Si, par contre, on met en place des pratiques de compostage, on peut être à 43 mg par litre. Et si, ce qui plus est, on pilote la fertilisation avec les satellites, on peut ramener la pollution de l'eau à 38 mg par litre. On est complètement dans les normes. Donc la question après, c'est est-ce que ça va impacter sur la productivité de ces parcelles-là? Vous voyez là en vert la dose d'azote moyenne qui a été apportée sur les parcelles. Ça va de 195 à 160 unités d'azote. Donc une légère réduction dans les doses d'azote. Est-ce qu'on a pu maintenir la productivité? La réponse se voit aussi sur ce graphique. Oui. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce soit l'azote, que ce soit les phytos, avec des pratiques agricoles, avec l'agronomie, on est largement capable de faire rimer la performance écologique et la performance économique. Troisième élément, c'est les contributions gaz à effet de serre. Et là, je vais vous faire part d'un vrai problème, qui est le problème du biodiesel. Biodiesel, vous savez, il y a un grand débat actuellement. Est-ce qu'on devait 7%, est-ce qu'on met 5% dans le diesel? Un premier problème, c'est quelle est la contribution au gaz à effet de serre de la production végétale qu'on met dans le biodiesel. Aujourd'hui, on met beaucoup de colza, mais pour que le colza soit utilisable, il faut qu'il y ait une contribution au gaz à effet de serre qui est moins de 20 grammes d'équivalent CO2 par mégajoule d'énergie produite. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on va faire en sorte que le colza qui est produit peut respecter la réglementation. Et l'enjeu que nous avons donc, dans les 2-3 années qui viennent, c'est d'améliorer l'utilisation de l'azote et d'augmenter la productivité du colza, parce que c'est par rapport au mégajoule d'énergie qui est créé. Donc si on peut augmenter le rendement, on sera beaucoup plus facilité dans cette atteinte. On a mis tout ça ensemble dans un programme qu'on appelle les fermes Ecophyto, qui fait partie du projet Ecophyto 2018, avec un programme qui s'appelle Défi, pour être capable d'aller capter les informations agronomiques, économiques et écologiques. Quel est l'impact sur l'environnement des pratiques? Quel est le résultat économique du pratique de tout ce qui a été mis en place dans le réseau ferme Ecophyto? Votre coopérative s'est inscrite complètement dans la démarche. Et aujourd'hui, on a 31 coopératives qui couvrent la totalité de la France, qui couvrent 5 filières de production, donc presque la totalité, sur 17 000 hectares. Ça fait un paquet de données. Premier constat, c'est quel est le risque de la pollution de l'eau. Je suis dans les phytos. Chaque point là, c'est un parcelle. Et donc, vous avez les indices de fréquence de traitement qui vont de 0 à 10.
Et ensuite, vous avez l'indice qui identifie la quantité de matière active qui va dans l'eau. Et donc, plus haut vous êtes, plus qu'il y a de pesticides dans l'eau liés à la parcelle. Donc, ce n'est pas la diminution de l'utilisation des phytos qu'on va diminuer le risque de la fuite dans l'eau des pesticides. Donc, pourquoi est-ce qu'on se tanne avec un objectif de baisser les phytos si ce n'est pas l'utilisation des phytos qui pose le problème? C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est lié aux pratiques agronomiques de l'agriculteur en fonction de la parcelle. Et donc, on est dans une situation, je reviens, c'est l'agronomie qui se met au service de l'économie et de l'écologie. Et donc, ce n'est pas les diktats un peu aveugles qui disent qu'il faut baisser 50% qui vont régler le problème. Parce que le problème est plus profond, c'est plus compliqué, et c'est pour ça qu'on a besoin de vous à nous aider à le régler. Parce que c'est en fonction de vos pratiques qu'on va minimiser l'impact dans l'eau des produits phytosanitaires. Les bâtons verts sont les parcelles les moins polluantes, dans ce cas-là, dans les pesticides dans l'eau. En jaune, vous avez les 50% de parcelles les moyennement polluantes, et en rouge, vous avez les parcelles les plus polluantes. Et ensuite, la hauteur du bâton est liée à la performance économique, exprimée en pourcentage, par rapport à la productivité du département dans lequel la parcelle se situait. Donc cette idée qui est reçue comme quoi les agriculteurs producteurs sont pollueurs, ça va totalement faux dans ce débat-là. Ecophyto, qui était un programme, on se rappelle bien, maintenant il est fini, et maintenant on a un nouveau gouvernement, donc on va produire autrement. Donc le langage a changé, mais regardez bien la différence. On n'est plus aujourd'hui dans un débat de moins 50% des phytos. On est, quels sont les bons indicateurs? Et je peux vous dire que dans les discussions actuellement, la base de données dont je vais présenter un petit extrait tout à l'heure est parmi les seules bases de données qui est capable de présenter au gouvernement les résultats économiques et écologiques et agronomiques en France. Et là, j'ai un mot à dire aux techniciens dans la salle. Le message pour vous, c'est que vous avez un changement à faire, parce que dans les conseils que vous allez apporter, dans les préconisations que vous allez apporter à vos agriculteurs, il faut que davantage vous preniez en compte la question des impacts environnementaux. Et ce qui plus est, on vous complexifie la vie avec une réglementation qui est assez sévère sur l'agrément des distributeurs et l'enregistrement du conseil que vous allez faire. Donc ça, vous avez absolument l'obligation de le faire, donc il n'y a pas de question, il faut que vous le fassiez. Et cette traçabilité du conseil est assez lourde à faire, mais il faut le faire parce que c'est comme ça qu'on va sortir des critiques dans lesquelles on est victime. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que le temps de changer. C'est le temps de changer les pratiques pour minimiser les impacts environnementaux. C'est le temps d'apporter la parole aux politiques, aux parties prenantes, comme quoi on s'occupe de l'impact environnemental de nos pratiques tout en maintenant la performance économique de nos exploitations. Et je pense que la coopérative Val de Gascogne, auquel vous êtes adhérent, est superbement bien placée pour le faire. Tout ce qu'on a vu ce matin, ça va exactement dans ce sens-là. Et donc, je vous souhaite bon courage et je vous donne tous mes voeux pour une année 2013, plein de baisse d'impact environnemental, et je vous en remercie.